Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur. Ouh là là. On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac se creuse et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon? Voilà, monsieur. Oui. Mais comment on boit ça? Du sec. Très Moi c'est Mika. Moi, c'est Adrien. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des papilles. Il existe des lieux en Alsace qui entrelacent le passé, le présent et le futur. Andelot fait partie de ces villages alsaciens où la nature et le patrimoine vous dominent. Ce que vous êtes n'est au final que poussière face à l'histoire. Andelot est le seul village vinicole à avoir sur ses terres 3 des 51 grands crus alsaciens. Le Moensberg, le Wimmelsberg et le Kasselberg. Yann Durman est de ces vignerons alsaciens qui aiment la transmission, leur passé et construisent le futur avec authenticité et simplicité. Quand vous buvez un vin de chez Yann, vous y sentez son âme et son cœur. Parfois, vous le verrez avec ses moutons, parfois derrière son stand de marché Noël de Strasbourg. Mais toujours, il vous accueillera avec le sourire et curiosité. Salut Yann. Salut Mickaël. Merci de nous accueillir chez toi. Salut Adrien. Salut Mickaël, salut Yann, merci de nous recevoir avec le sourire, effectivement. Nous, on avait envie de se rencontrer parce qu'on en avait parlé lors du marché de Noël souvent. À cette période-là, il y avait un petit vin chaud qui me nourrissait les narines et qui amenait ma curiosité. Moi, j'ai envie que tu nous parles un peu de toi, pour commencer. Toi, en tant que personnage, et après, on parlera un peu plus de ton domaine. Moi j'ai grandi dans une famille de vignerons, donc j'ai toujours vu mes parents travailler dans les vignes, accueillir les clients à la cave, même si j'ai pas été spécialement poussé par mes parents à le faire. Ça m'a paru depuis tout petit naturel de vouloir poursuivre dans cette voie. Quand j'étais enfant, dès que j'ai pu, j'ai essayé de tenir un sécateur comme ma mère par exemple. C'était vraiment une attirance par imitation. D'accord. Et j'ai aucun regret, dans le sens où c'est un métier qui est très complet. On ne s'ennuie jamais. Même quand on pense avoir compris quelque chose, finalement, l'ullésime suivant nous refait remettre en question nos positions. C'est toujours une grande leçon d'humilité de la viticulture. Donc j'ai fait un BTS viticole par apprentissage, parce qu'après le bac, j'avais vraiment envie de travailler manuellement. T'étais bon élève ? Alors, oui, dans le sens où j'avais plutôt des bonnes notes, mais je n'étais pas un élève appliqué, quoi. D'accord, disons que tu préférais être dans les vignes qu'à l'école, quoi. Tout à fait. En fait, au bac, mes profs auraient aimé que j'aille faire une prépa, une école d'art, choses comme ça, quoi. Ouais. Et ils ont été quand même sacrément douchés quand je leur ai dit que non, moi je veux devenir apprenti. D'accord. C'était une très bonne expérience. Je pense que j'ai bien plus appris par la pratique en tant qu'apprenti que sur les bancs scolaires. Là, c'est dans ce BTS que j'ai rencontré Florian. D'accord. Salut Florian. Et ensuite, on a fait tous les deux une licence de commerce. Ensuite, j'ai travaillé pendant un an comme ouvrier viticole, comme salarié. Et ensuite, je me suis installé sur le domaine familial. En quelle année ? Non, c'était en 2010. En fait, au début, j'avais repris juste 2 hectares. Et puis, je travaillais un peu en parallèle de mes parents. Et puis maintenant, on a remis tout ça ensemble, quoi. Et depuis maintenant 2 ans, j'ai repris le domaine familial. Est-ce qu'en BTS, ils sont assez ouverts sur vos méthodes de viticulture, ou est-ce que tu as senti que tu apprenais des choses que tu n'allais pas forcément appliquer et qu'ils étaient assez réticents, tes professeurs ? Alors, c'est un diplôme national, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne m'intéressent pas du tout. Mais pour autant, faut dire qu'en Alsace, on a toujours été assez en avance sur le bio. Et puis, dans le centre de formation où j'étais, on avait aussi un module agriculture biologique. Ce qui est pas commun, quoi, pour une formation il y a 10 ans déjà. Et de ce fait-là, les formateurs étaient assez ouverts d'esprit, vraiment. Autant ils poussaient pas spécialement à inciter les gens à aller vers le bio, autant ils respectaient tout à fait cette pratique et ça s'est bien passé. Alors pour compléter, faut dire que je fais des stages à l'étranger, je suis en Angleterre, dans le cadre de de ma licence de commerce. Après tout ça, je suis quand même un peu sur ma faim, je suis quand même un petit peu curieux, donc je continue des études, mais à distance. J'ai fait une licence d'économie à distance, après un master 1 d'économie à distance, et j'ai fini en bouclant là, mon master 2 à Strasbourg, mais du coup en formation continue, formation pour adultes. D'accord. Parce qu'en formation à distance, qu'on est quand même
tout seul derrière son bouquin. C'est un peu vrai compliqué, qu'au bout d'un moment, on touche un peu les limites du faire tout soi-même, quoi. Et pour la productivité à la maison, c'est pas compliqué. Mais après, quand on est travailleur indépendant, de toute façon, c'est toujours pareil. Hein. Faut De toute façon, c'est une un- motivation, quoi. Du coup, t'as fini tes études dernièrement, c'est ça? Ouais, tout à fait. Il y a 2 ans, là, j'ai décroché. C'est quelque chose qui tu voulais par rapport à ton métier de vigneron, ça t'apporte quelque chose sur l'économie, c'est ça? Oui, alors c'est une grande réflexion sur le vin en tant que produit. Qu'est-ce qui fait que les gens vont être attirés ou pas vers des vins? Au-delà de l'intérêt pour le développement de l'entreprise, c'est plutôt une réflexion générale sur l'évolution du vin dans la société actuellement. Les critères de qualité du vin ont beaucoup changé et les vins qui se vendaient bien il y a 10 ans, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui, ça ne pas D'accord. les mêmes que demain. Oui. Les gens n'ont plus tous les mêmes attentes et le marché du vin est vraiment... Et en 10 ans, t'as vu cette évolution déjà? Ah oui. Là, on est sur l'évolution du consommateur, de toute façon, on allait y venir, mais Bah, de toute façon, le consommateur, c'est lui qui choisit au bout du compte, ça. hein, quels que soient les labels, quelles que soient les mentions, quelles que soient les appellations. C'est le consommateur qui a le dernier mot. ce que disait Aznavour, hein, c'est le public qui nous fait, mais pour les vignerons, c'est un petit peu pareil, c'est le consommateur qui vous fait. Et c'est vrai que le vignoble, je pense que, en manière générale, hein, pas que l'Alsace, hein, on était un peu trop sur les appellations, sur les traditions, on se reposait là-dessus en disant que de toute façon c'est toujours fait, donc ça marchera toujours. Et sans vouloir renier cette histoire, cette tradition, je pense qu'il faut remettre le consommateur au milieu du jeu et lui parler de choses qu'il sait comprendre et qui l'intéressent. De toute façon, c'est un peu la demande qu'il a, le consommateur, en 2020. Je travaille dans un magasin bio, donc je suis bien placé pour savoir qu'il a envie d'être maître de sa propre consommation, puisque moi j'en vois beaucoup qui passent des heures derrière à regarder les étiquettes, à savoir l'origine, c'est devenu important. Mais c'est très bien, hein, finalement, au final, c'est ça. Mais justement, toi, alors si tu devais te définir, parce que les gens aiment bien être dans un cadre, tu es plutôt bio, biodynamie, nature, où est-ce qu'on te place? Où est-ce que tu te places et est-ce que tu as envie d'être placé déjà? Parce que tu es un peu libre comme bonhomme, donc... Ouais, alors je touche un peu à plusieurs domaines, donc je suis dur à placer. Alors c'est sûr que j'ai toujours travaillé en bio, parce que c'est mes parents qui ont passé le domaine en bio avant que je vienne travailler avec eux. Donc pour moi c'était quelque chose de spontané, de tout à fait normal de poursuivre dans cette voie. Okay. Donc c'est vrai que le challenge qu'ont des collègues actuellement de devoir éventuellement, de devoir changer leur pratique, faire une transition vers le bio, c'est vraiment un gros challenge, hein, de changer ses habitudes, de changer ses pratiques, changer son matériel. C'est quelque chose que moi j'ai pas eu à traverser, quoi. Donc bio sûr. Nature, oui, parce qu'on a de plus en plus de vins nature dans notre gamme. Alors moi, quand j'écris nature sur mes étiquettes, c'est nature au sens strict. Absolument aucun intrant, pas de soufre, mais pas d'ersatz non plus, et pas de soufre du tout. D'accord. Après, je fais aussi des vins qui sont un peu plus classiques, donc ils peuvent être filtrés et un petit peu sulfité, parce que je considère que dès qu'on filtre, le vin devient fragile et que c'est là qu'il faut le protéger. Mais pour autant, de manière générale, on n'a que des vinifications qui sont très peu interventionnistes. Hein. C'est toujours en levure indigène, sauf quand les fermentations devraient mal tourner. Donc là, le fait de levurer, c'est une roue de secours que je m'interdis pas. Tu parlais également, même pour ton crément, du coup, de ne pas rajouter de sucre exogène. Est-ce que tu peux en parler un petit peu Oui, tout à fait. Alors c'est un essai qu'on fait depuis quelques années. D'abord, il faut expliquer comment on fait du crément. Dans le crément, il y a 2 fermentations. Il y a une fermentation pour faire un vin tranquille, comme n'importe quel vin blanc. Et ensuite, on met ce vin tranquille en bouteille, avec des levures et avec du sucre pour qu'il refermente en bouteille, que ça devienne un vin effervescent. Et habituellement, les producteurs mettent en bouteille le vin avec soit du sucre qui peut être du sucre simplement de betterave, de canne, ou du sucre de jus de raisin aussi, si c'est un peu plus haut de gamme. Mais de ce fait-là, déjà, on apporte une matière exogène au vin, on quitte un peu l'idée d'authenticité ou de pureté. Et puis surtout, ce qui me dérange un peu, c'est que quand il va fermenter en bouteille, le vin il va gagner à peu près 1,5 degré d'alcool. Donc de ce fait-là, le vin de base crément est souvent récolté en sous-maturité, un peu vert, quoi. Donc c'est pour ça que souvent certains créments peuvent être un peu verts à mon goût. Et là, ce que je cherchais, c'était de faire refermenter le crément avec son propre jus de raisin, donc de ce fait-là de pouvoir récolter le raisin plus mûr, donc d'avoir aussi une aromatique qui soit plus large, plus épanouie dans le vin fini. Alors on a essayé plusieurs voies, hein, parce qu'on a un côté assez aventurier. Oui. J'ai cru comprendre. Ouais. Moi, aller au marché de Noël, vous comprendrez. Tout à fait, on a bien l'expérience. Non, alors on avait essayé de pasteuriser une partie de notre jus de raisin.
Ouais. pour ensuite rajouter ce jus de raisin pasteurisé pour refermenter en bouteille. Alors c'était intéressant, mais c'était quand même beaucoup de boulot de pasteuriser tout ce jus. Donc on a essayé la voie du coup du chaud, quoi, pasteurisé. Après, on a essayé la voie du froid. Donc j'ai refroidi ma cuve pour qu'il garde un certain niveau de sucre, et ensuite l'embouteiller plus tard avec ce niveau de sucre. D'accord. Parce qu'il faut aussi préciser que pour avoir le droit à l'appellation crément, il faut que les deux fermentations soient bien distinctes. Ah bon. Voilà. D'accord. Ce qui n'est pas le cas avec des pétillants naturels. Un pétillant, D'accord. c'est beaucoup plus simple, on peut mettre en bouteille alors que c'est en train de fermenter. Mhm. Donc le froid, ça marchait, mais c'était quand même assez gourmand en termes d'énergie de refroidir un tel volume, quoi, pendant un long terme. Et donc là, j'essaye une troisième voie qui est de garder du jus de raisin sous pression. D'accord. C'est-à-dire que c'est des cuves très épaisses, des cuves pression. Donc le vin, il va fermenter dans ces cuves, mais au bout d'un moment, quand il y a trop de pression, les levures n'arrivent plus à fermenter, il y a trop de CO2, et donc ça bloque le vin de cette manière-là. Et donc je réutiliserai ce jus bloqué par surpression pour faire la prise de mousse. C'est hyper intéressant. Non enfin, d'où t'es venue cette idée-là? C'est juste tu t'es dit bah tiens ça bloque la fermentation et du coup c'est une manière d'y arriver, ou t'as déjà vu ça quelque part ailleurs? Alors j'avais vu que en Savoie, ils ont une tradition de garder comme ça du jus de raisin en surpression D'accord. pour le boire plus tard, pour boire ça comme un vin nouveau, quoi, tout le long de Mhm. l'année, quoi. Et donc je trouvais ça rigolo. Et donc je me dis bah tiens, autant essayer ça pour garder mon jus pour le crément, quoi. Bien sûr. On a eu la chance tout à l'heure avec toi de faire le tour de tes parcelles et de voir toute la diversité que tu as de sol, Et les moutons. granit, comment Et les moutons. et les moutons aussi. Ah. Et même de marcher dans leurs résidus. Et même marché, oui, bah oui, c'est bien pour la fortune, il paraît. T'inquiète, on a bien marché. Hein. Exactement. Tu disais du coup que c'était intéressant d'avoir toute cette diversité, de pouvoir proposer un Riesling sur plein de sols différents. C'est vraiment là le but que tu as de mettre ce sol en avant et de pouvoir avoir ce côté un petit peu pédagogique auprès de ta clientèle, c'est ce que tu souhaites? Tout à fait. Alors, dans mes études là d'économie, ce que j'ai bien appris, c'est que pour réussir, il faut arriver à se différencier. Donc tu peux différencier entre C'est une mieux. cuvée un peu originale, etc. Bien sûr. Mais finalement, imaginons, on a parlé avant de mon crément qui est original, qui marche très bien. Personne n'empêchera mon voisin de finalement faire le même. Et puis, Exactement. il est libre, hein, très bien, il n'y a pas de souci. De toute façon, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, quoi. Alors si on veut être tranquille, il faut arriver à trouver quelque chose qui nous différencie, mais pour du long terme, qui soit inimitable. Et qu'est-ce qu'on a à Andelot qui est absolument inimitable? On a cette diversité de terroirs. C'est pour ça qu'on a 3 grands crus à Andelot, mais pas que. On rappelle juste qu'Andelot, c'est 1800 habitants, c'est un petit village. Et alors, on l'a appris il y a aussi quelques minutes. Alors là, je fais mon fanfaron, mais je le savais pas plus. Qu'autrefois, il y avait 9 restos, mais il en reste quelques-uns. Alors, le tourisme, quand même, on a croisé pas mal de touristes. Et c'est surtout que, il y a, sur les 51 grands crus, comme je le disais en introduction, il y en a 3. Rien que sur Andelot. On est un petit village charmant de vallée qui a été fondé par l'abbaye de Saint-Richard dans 880. Donc dès qu'il y a une abbaye, forcément il y a culture de la vigne, forcément il y a aussi des écrits. Donc, sûrement qu'il y avait déjà de la vigne avant, mais il n'y a pas d'écrits. Mais n'empêche que du coup on est sûr que depuis 880, il y a de la vigne qui est cultivée à Andelot. Forcément avec les... C'est vrai que les amateurs de vin souvent s'extasient, parlent beaucoup de la Bourgogne, comme quoi c'est exceptionnel, la terroir de Bourgogne, sélection par les moines. C'est certainement très vrai, mais disons qu'en Bourgogne, on a quand même toujours des variantes entre l'argile et le calcaire. Donc exact. Bon, je dirais pas qu'on a vite fait le tour, mais c'est quand même un peu la même trame. Alors que chez nous en Alsace, on a une diversité de sol. Bien plus riche. Hein. Terroir, de sol. On a du grès rose, on a du granit, schiste. on a du schiste, on a du schiste recueilli par le granit qu'on appelle de la cornéenne, et on a aussi du calcaire, et tout ça sur le même village. Donc je pense que vraiment Andelot, je fais tout pour que ça le devienne, qu'on va devenir une référence des terroirs, dans le sens où à ma connaissance, c'est le seul endroit où on a une telle diversité de sols. Et tout ce qui est bien, c'est que c'est des collines très pures. C'est pas des mélanges subtils, quoi. On a une colline que grès, une colline que granit. C'est parfait pour vraiment comparer l'influence de cette géologie sur le goût des vins. Pour revenir par rapport à la Bourgogne, donc chez nous aussi, on a aussi des abbayes, donc ça fait aussi depuis 1200 ans que c'est une terre... des terroirs d'Andelot ont été sélectionnés, classés, nommés. L'Alsace, c'était une région assez pieuse à l'époque. Ah oui, pendant très longtemps. Ouais. Du coup, pourquoi est-ce que tu as des moutons, Yann? Alors là, il faut un peu parler de l'histoire du domaine. Alors on n'est pas un domaine
de père en fils depuis X générations, comme c'est souvent le cas en Alsace. On est relativement jeune, dans le sens où les vignes, elles viennent plutôt de ma grand-mère, mais c'est mon grand-père qui... Enfin, à l'époque, tout le monde avait un peu des vignes pour sa consommation personnelle. Chacun vivait un peu en polyculture élevage. Mais c'est mon grand-père qui a commencé à vouloir vinifier et puis vendre un peu en vrac, vendre un peu en bouteille. On est en quelle année là, à peu près, non? Oh, dans les années 60. 60, d'accord. Mais il faut dire que mon grand-père, il faisait ça à côté. Son métier, c'était cordonnier. D'accord. Donc il était cordonnier puis réactif. Et il était vraiment passionné par la viticulture, même l'agriculture en général, quoi. Et donc il y a ce petit embryon, à peu près d'1,5 hectare. Et c'est à partir de là que mes parents sont installés en 79. D'abord mon père, et après ma mère l'a rejoint. Donc il a commencé par ce tout petit bout, et puis c'est lui qui a vraiment monté, enfin lui c'est eux, qui a vraiment monté le domaine en une génération. Actuellement, on a 10 hectares. Ok. Donc, c'est vraiment une belle progression. Donc ils ont travaillé 30 ans sur le domaine et toi t'as repris en 2010. C'est ça. Et encore j'ai repris, mais pour autant on travaille toujours ensemble. Ils sont toujours, D'accord. toujours actifs. Ok. Et ils ont pu le faire, déjà parce qu'à l'époque, je vais dire c'était la belle époque, dans le sens où ils sont allés voir la banque en disant voilà, on veut s'endetter à vie pour acheter des vignes, pas de souci, la banque leur a prêté, quoi. Aujourd'hui c'est plus possible du tout. Je crois que c'est pas possible. Mais aussi parce qu'ils ont pu s'agrandir tellement, parce que avant il y avait beaucoup de terres à l'abandon. D'accord. Déjà par rapport aux affres de la guerre, avant ça du phylloxéra, comme beaucoup dans la région, quoi. Mais chez nous particulièrement plus, parce que c'était les années 60-70, c'était l'époque du productivisme, de la mécanisation. Ouais. Donc les vignes qui étaient convoitées, c'était les vignes faciles à mécaniser, les vignes relativement plates. Et donc tous ces coteaux très raides, très pierreux, qui on n'avait pas d'accès, personne n'en voulait, quoi. Donc mes parents ont pu en acheter beaucoup à des prix très raisonnables. Et donc les vignes que l'on a actuellement, je dirais... les 3 quarts des vignes qu'on a actuellement, c'est des vignes que mes parents ont plantées. Donc c'est un vignoble assez jeune qu'on a, quoi, relativement jeune. 30 ans, c'est jeune, ouais. Alors c'est paradoxal, parce que ces vignes qui, il y a 30 ans, ne valaient pas grand-chose et que personne ne voulait, aujourd'hui, je pense que c'est mes meilleurs terroirs, quoi. C'est vraiment mes plus beaux coteaux, mes sols les plus rocailleux. Donc je suis vraiment très content de cette historique, quoi. Mais justement, toi, en tant que vigneron, jeune vigneron, c'était quoi ta première cuvée? Alors au début, j'ai pas commencé à faire juste une cuvée. Je suivais un petit peu tout. T'observais? Ouais. Tu touches à tout sans un peu touche à tout, ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de domaines où souvent, quand il y a une transmission familiale, ils commencent par faire une cuvée. Ouais. Et là, c'était pas le cas. J'ai commencé à suivre un peu, à tout faire. Alors, à tout faire, mais un peu dans la poursuite de ce que faisaient mes parents, quoi. Après, ce qui m'a vraiment différencié, c'est quand je commençais à faire des vins nature. Justement, c'est quoi l'esprit vin nature pour toi? Déjà, c'est un raisin qui est bio, et ensuite c'est pas d'intrants. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer à faire des vins nature? Déjà il y avait une certaine curiosité, il y avait un peu un goût par rapport à ce qu'on a découvert dans des sorties, dans des échanges. Et puis avant que moi je fasse les vins nature un peu dans mon style, donc des vins comme ça que j'embouteille trouble avec l'IFIN, mes parents avaient déjà fait quelques vins sans soufre. Ça c'était venu avec l'obligation légale d'apposer la mention contient sulfite. Il me semble dans les années 2000, je ne peux plus dire précisément quelle année, quoi, peut-être 2004 par là, quoi. Et donc du coup il y a des clients qui venaient après qui disaient ah mais tiens maintenant c'est écrit contient sulfite, avant c'était pas, maintenant vous en rajoutez, comment ça se fait, vous en mettiez pas. Et donc là il fallait expliquer aux gens, bah tiens, le sulfite ça sert d'antioxydant, ça a toujours été utilisé, c'est pas forcément dangereux, tout est une question de dosage, mais quand même, par esprit pédagogique et par curiosité, mon père a voulu faire une cuvée sans soufre, un peu pour pouvoir montrer aux gens la différence, quoi. C'est pas forcément pour mettre en valeur l'idée de faire du vin sans soufre, mais vraiment une cuvée pédagogique, quoi. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à faire des vins sans soufre, et après à améliorer doucement le process. Parce que ceux qui en faisaient déjà en Alsace, comme Daïs, comme Frick, certains, on les a traités de fous. Ah oui, début, qui aujourd'hui sont des génies, on va quand même se raconter. Voilà. Non, mais c'est sûr que je pense que nous aussi on a été vus un peu comme des fous, surtout par rapport au fait d'avoir des vignes enherbées, d'avoir des tailles originales, d'avoir les moutons, d'avoir des vins troubles, etc. Mais après, ça s'est quand même bien passé, il n'y a pas eu de soucis. C'était dans la bonne ambiance, quoi. Jetzt trinken wir. Bien, messieurs, dames, buvons à votre santé. Okay. Askelit. Askelit.
Ah oui, c'est vrai qu'on devrait le faire. Fiscalité. Bon alors, vous en pensez quoi de cette trouble? Bah, moi, le côté trouble ne me dérange pas. Un trouble, c'est péjoratif ça comme Oui. terme. Mais c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas Tu la... as un autre terme que trouble, il est... Alors moi j'ai une révélation quand j'étais en Angleterre où ils disent que les vins ils sont cloudy. Ah oui, Cloudy, Ils sont nuageux. Ouais. Et ça je trouve ça magnifique. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai que nous en français, trouble c'est toujours péjoratif. Tu vas dire positivement quelque chose des troubles. C'est pas faux. Ouais. Et pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude des vins nature, c'est vrai que ça, il va te dire qu'il y a un défaut. C'est trouble, c'est étrange. Mm. Mais alors, on parlait avant de l'évolution du marché, que de moins en moins de gens qui boivent du vin, mais par contre, il y a de plus en plus de gens qui boivent de la bière, notamment de la bière artisanale, qui est vraiment un boom des petites microbrasseries. Et bien, toutes les microbrasseries, ils vendent tous des bières troubles, ça pose aucun souci. Mm. Et donc, clairement, ces néo-consommateurs qu'on va essayer de faire revenir vers le vin, ben, pour eux, ça pose pas de problème d'avoir des vins troubles, hein, d'avoir des vins avec l'IFIM. Donc toi, tu utiliserais vraiment le terme nuageux? Non, c'est un peu une boutade. Non, je suis aussi à la recherche d'un meilleur terme que trouble. Mais tu sais que dans le WSET, qui est le diplôme mondial sur le vin, pour les passionnés, il y a limpide et trouble. Ouais. Et je suis en train de le passer, au niveau 2. Ah oui, tu vois, par rapport au pain, t'as le pain blanc, le pain complet. Mais bon, c'est aussi difficile de dire vin fin, vin complet. Il est complet, y a pas Déjà que nature, ça, il y a un peu une levée de bouclier en disant quoi, nous ça veut dire qu'il est pas nature, enfin c'est très compliqué. Alors je pense que complet et incomplet. Non, faut pas opposer avec un complet, mais le côté fin. C'est vrai qu'un vin qui est filtré, ben, il a été raffiné. Après différents types de filtration aussi, mais c'est vrai que maintenant quand on voit des vins qui ressemblent à des verres d'eau ou qui sont trop limpide. Après, c'est pas bien de, enfin voilà, rajouter des lits exprès pour avoir un vin trouble. Je pense que faut pas qu'on se plonge là-dedans non plus, mais. Et par rapport à la critique sur l'appellation nature, moi j'ai bien aimé aussi dans le monde anglophone l'appellation de raw wine, les vins crus. C'est vrai que quand on commande un plat, on sait bien que le plat cru il est pas assaisonné. Donc je trouve aussi c'est pas mal dans l'idée du vin cru, mais aussi par rapport au fromage. Hein. Donc pareil, pour des fromages au lait cru ou au lait pasteurisé, c'est un peu la même idée quoi. Mais c'est vrai qu'en français, ce sera pas possible parce que le terme de cru est déjà utilisé en tant que partie passée du verbe croître, là où la vigne a cru. Donc du coup les terroirs, le grand cru. Donc malheureusement, ce n'est pas possible. Donc c'est vrai qu'au final, pour l'instant, on ne voit pas ce qui perd de mieux que de nature quoi. Même si j'ai aussi des collègues qui auront plutôt l'idée de vin libre. Vin vivant, on entend vin vivant aussi, oui. Après, c'est vrai que il y a toujours des défauts dans ces terminologies-là, mais en nature, ça représente ce que ça veut dire. On en parlait sur les yaourts, un yaourt nature, c'est un yaourt où on n'a pas rajouté d'arôme. Donc, un vin nature, c'est un vin où on ne va pas rajouter une levure spéciale aussi qui va accroître certains arômes ou pas. Donc, on n'a pas la réponse, on n'a pas la vérité pour l'instant. On cherche encore. Mais vin libre, c'est assez intéressant, quoi. Toi, tu allais dire qu'il y a une réticence par rapport à ça? Ouais, moi je sais pas, ça me parle pas spécialement quoi. C'est-à-dire quoi que les autres ils sont emprisonnés. Emprisonnés, ouais, effectivement. Ils sont cadrés. Et c'est le cas aussi par les appellations, c'est que souvent ils sont cadrés et puis un Riesling, on sait ce que ça doit être un Riesling. Du coup, c'est-à-dire qu'il y a un petit côté un peu punk quoi, dans l'idée du vin libre. C'est un peu ça. La liberté. Mais en fait, c'est toujours ce que j'ai dit. Est-ce qu'à un moment donné, le vin n'a pas... Je vais faire un peu l'avocat du diable, mais ça va être un peu péjoratif ce que je vais dire, mais la bière a réussi à faire sa mue que le vin n'a jamais réussi à faire. La preuve, aujourd'hui, tu as de plus en plus de jeunes qui vont sans problème faire des happy hour avec des craft beer parce qu'ils se sont rendus compte que c'est pas forcément plus cher que les grandes firmes de bière qui boivent d'habitude. Est-ce que le vin, justement, on parlait du côté punk, la bière a réussi à être punk avec ne serait-ce que par un packaging, par des idées, par des... Il y en a pour tous les goûts. La phase punk avant de nouveau... De redevenir un peu... voilà. Est-ce que le vin n'a pas... Alors, t'as quelques vignerons comme toi, comme Florian, comme etc. Vous êtes un peu d'une belle folie, mais pas punk non plus. Non, mais pas punk non plus, mais d'une belle folie. Donc j'ai enlevé ma crête pour l'émission, je voulais pas. Non, mais après ça fait du bien d'avoir un peu de folie. De toute façon, c'est pour ça qu'on aime boire ça. Sinon, on cherche aussi un peu de folie. La personnalité, c'est ce que tu disais, mais ça veut pas forcément dire que il faut que ce soit déviant, il faut que ce soit... Ah non, voilà, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui... Mais l'idée de vin d'auteur, ça me parle bien.
d'avoir une créativité et puis d'avoir un objectif quand on cultive la vigne, quand on fait le vin, et pas simplement suivre une recette d'une appellation ou d'un œnologue ou autre, hein, parce que finalement, à ce moment-là, autant ne pas mettre son nom vu que c'est un œnologue, quoi. Du coup, là, on est sur le Riesling. Alors, parle-nous un peu de cette cuvée. Alors, c'est un Riesling Grand Cru Kastelberg 2017. Le Grand Cru Kastelberg, c'est la colline centrale d'Andlo, une colline abrupte qui coupe presque le village en deux. C'est petit, ça fait 6 hectares, et il y a une géologie unique. Une pierre très sombre. C'est du schiste, mais qui a été recuit par le granit tout proche. Donc ce schiste recuit, les géologues appellent ça de la cornéenne. C'est dur comme de la corne. Donc en géologie, on dit que le schiste c'est une roche sédimentaire, c'est déposé au fond d'un océan. Le granit c'est une roche volcanique, c'est une boule de lave qui montait tout doucement. Et donc en montant, elle a poussé, recuit le schiste en place. Donc cette bordure, ça a fait cette cornéenne. Et donc ce schiste qui a été retransformé, on appelle ça un métamorphisme. Donc c'est une roche métamorphique. On retrouve un peu les caractéristiques du schiste, le côté minéral, très tendu, avec un petit peu des notes tanniques, un peu poivre blanc. Je trouve que sur le Kastelberg, c'est plus épicé. Il y a plus d'un côté réglisse, et puis une super longueur. Hein. D'accord. C'est très iodé. Bon, on sent le côté un peu salin, un peu... Et très salivant, c'est ce qu'on disait. Un peu citronné au nez. Alors c'est vrai qu'on n'a pas décomposé par rapport aux yeux, par rapport au nez, par rapport à la bouche. C'est vrai qu'il faut faire saliver nos auditeurs quand même un petit peu. Alors moi je trouve que déjà on le connaît. J'avais testé à Noël. C'est vrai qu'il m'avait marqué. Ouais, c'est excellent. C'est vrai que ce côté un peu poivre blanc au nez, surtout qu'on retrouve et en fin de bouche. Et c'est salin, c'est salivant, c'est assez vertical. Et ça fait saliver, quoi. Qui sera vivant dans le sens où si vous le laissez ouvert ou vous le carafez, vous allez voir, ce sera pas le même, il va vraiment changer. Et là on est sur 17 en plus, donc c'est pas très vieux pour un grand cru. C'est des vins qui vieillissent bien. Oui, alors les schistes, c'est des vins qui ne demandent qu'à vieillir. Et c'est aussi pour ça que quand j'ai commencé à faire mes premières cuvées nature, j'ai commencé à les faire sur mes terroirs de schiste. C'est des vins qui sont toujours très austères. Et du coup, quand on filtre les vins, ou quand on a malheureusement la main lourde sur les sulfites, ça les ferme vachement. Des fois, j'avais des remarques à l'agrément, comme quoi c'est des vins qui s'étaient récoltés trop verts. On me demandait est-ce qu'il y avait une récolte machine ou est-ce que ça avait été trituré. Alors, ça n'a jamais été le cas, par exemple, quoi. C'est des vins qui gagnent beaucoup avec l'âge et du coup qui gagnent à être un petit peu oxygénés et du coup qui sont vraiment plus faciles que d'autres à faire en nature. Alors. Mais c'est bien parce que du coup on est allé voir maintenant quelques vignerons juste avec le podcast et ce qui est beau en Alsace, c'est cette diversité finalement. On est sur des Riesling, mais c'est complètement différent de l'un à l'autre. C'est ce que je disais au début quand on a lancé l'idée du podcast. Je me suis dit bon, peut-être qu'on va vite faire le tour parce qu'en fait finalement tous avoir le même discours. Eh ben non. Je pense que comme tu l'as dit, les consommateurs changent et les vignerons changent aussi. Ouais, vu qu'on a là beaucoup de vendeurs directs, les gens qui vendent direct, ils captent ces changements, quoi. Et ils s'interrogent aussi, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Et je pense que c'est ce qui fait qu'il y a vraiment une réflexion générale. Et ce qui est bien, c'est que chacun a peut-être essayé plusieurs voies. Donc c'est bien vraiment pour la collectivité qu'il y a eu cet élan de créativité. Non, mais c'est vrai que c'est une belle petite découverte. Qu'est-ce que tu mets avec? Alors, j'adore tout ce qui est poisson fumé. Je partais un petit plat thaïlandais, asiatique, non? Oui, là aussi. Quelque chose qui irait bien. On parlait de cru, moi c'est le poisson cru là que je mettrais. Ouais, ça y est, il y a oui de sushi, je crois. Sashimi. Un petit sashimi, ça peut être sympa. De thon ou de saumon. Ouais, exactement. Avec une petite sauce soja. Pas sucré, bien sûr. Non, ce serait dommage. J'adore cette note iodée et puis ça dure. Je sais pas, tu l'as encore en bouche toi? Moi j'en suis amoureux de ce vin. Place au deuxième vin? Ouais. C'est parti. Jetzt trinken wir. Il est plus fleuri que la dernière fois. Ou alors parce qu'il est peut-être plus ouvert que la dernière fois, je sais pas. Non, c'est clairement effet millésime. 2017, c'était un millésime qui était un peu frais. 18, c'est un millésime qui regorge de soleil. C'est un millésime super fruité. Là, pareil, on est de nouveau sur une robe assez trouble. Enfin, assez trouble. Nuageuse. Nuageuse. Je suis pas fan, mais du terme. Ah si, en anglais, c'est sympa. Cloudy. Exactement. Cloudy. Après, Le fait de franciser un terme anglais. Non, on va encore se faire un... On
alsacien éventuellement. Ouais. Ah oui, il a un profil différent. Ah ouais, il est totalement différent. Donc tu as décidé de nous faire goûter d'abord le grand cru avant de passer sur le Gewürz. Est-ce qu'il y a... Parce que t'as changé par rapport à la semaine dernière. Oui, tout à fait. Thierry, non? Non, alors déjà, parce que 2018, je sais qu'il est plus large, plus gras que le 2017. La semaine dernière, je retrouvais pas la super longueur habituelle du Grand Cru. Il était bien, hein. Il était pas forcément autant que je l'aurais attendu. Donc je m'étais dit que peut-être qu'on avait déjà le palais qui était un petit peu déjà occupé, éprouvé par le premier vin. Et du coup, enfin, quelque chose que j'ai pas mal entendu là récemment, c'est que j'ai pu goûter aussi, c'est qu'en hiver, j'ai l'impression que les vins nature sont un peu fermés, et un peu à côté, pour pas mal de cuvées, quoi. Enfin, presque une cuvée sur deux où j'ai l'impression qu'elle est pas au top de sa forme en décembre, alors que goûter quelques mois plus tôt, c'était au top, et après ça va revenir. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a souvent un creux déjà en 2018 aux alentours de Noël, quoi. Est-ce que tu trouves ça aussi ou pas forcément? Non, je relativise beaucoup. Je me dis, nous aussi, hein, on est plus ou moins en forme, plus ou moins nos humeurs. Je pense que ça joue beaucoup sur la perception qu'on a des vins ou pas, quoi. Disons que je pratique pas du tout ce qui est calendrier lunaire ou choses comme ça, quoi. Donc, sans avoir d'a priori, je reste sceptique. Je sais pas si on est en jour fruits, en jour feuilles. Et... Non, je sais pas du tout. Je lançais l'application par curiosité. Parce que tu as l'application bio. J'ai l'application, je l'ouvre quasiment jamais, mais bon, je trouve toujours ça assez drôle. When one tastes best. Donc là, l'application me dit qu'on est en jour fleur et que c'est intéressant de le déguster. Du coup, qu'est-ce que c'est que cet énergumène là? On goûte une cuvée qui s'appelle Zegwür 2018. Dis-moi, Zegwür, c'est pas un anagramme? Tout à fait, c'est un anagramme de Gewürz. Je suis pas persuadé que beaucoup découvriraient que c'est un Gewürz. Bah sur le 17 encore moins, je trouve que c'est. Mais après il y a ce côté très frais, salivant aussi, salin aussi. Je trouve qu'on a un peu les. T'as le côté fleuri de la rose quand même. Ouais, alors ça c'est aussi parce que c'est que des raisins qui viennent d'une parcelle sur du granit. Et granit, ça fait souvent des vins qui sont très florales, très en dentelle, et on le ressent bien dans ce vin. Donc effectivement, c'est 100% Gewürz, mais j'ai choisi de ne pas l'appeler Gewürz parce que les gens qui ont des a priori sur ce vin seraient déçus. C'est sûr que quelqu'un qui aime, moi dans le sens aussi, hein, des gens qui ont les Gewürz classiques, on va dire, c'est sûr que s'ils leur présenteraient ça contre Gewürz, ils seraient extrêmement déçus. Et de même, les gens qui n'apprécient pas les Gewürz pour ces raisons dites, ils s'en détourneraient. Donc là, je pense que je suis assez... Je trouve que c'est bien d'avoir fait un autre nom, quoi. Donc c'est la même matière que du Gewürz, mais revisité. Donc on a changé d'ordre des lettres. Gewürz, c'est devenu Zegwür. Bah c'est ce que j'en ai dit, je trouve ça très intéressant, parce que je suis pas un fan inconditionnel du Gewürztraminer. Tu as le même problème avec le Gewürz que moi avec le Pinot Noir et... Peut-être, ouais, sans doute, ouais. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal. Bon, souvent c'est lourd, souvent, je pense que la plupart des touristes, du coup, toi tu peux mieux en parler que nous, mais ils pensent que c'est forcément sucré, que le cépage est sucré de base et que, voilà, c'est impossible de faire autrement. Alors que est-ce qu'un Gewürz c'est forcément sucré? La preuve que non. Je pense que c'est une erreur de la région de pouvoir avoir une typicité par cépage. Je veux dire, on peut faire des très bons Gewürz secs, la preuve, comme des Gewürz doux, à la limite, chacun ses goûts, quoi. On ferait mieux de construire notre gamme sur des caractéristiques comme la sucrosité, Alsace sec, Alsace demi-sec, Alsace doux, et on s'en fout de quel cépage c'est, quoi. Mais c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais du coup, toi, tu indiques sur chacune des étiquettes, ah, pas celle-là, du coup. Mais tu vois, ce que j'aimerais, c'est plutôt qu'un jour, en haut, soit écrit, sur toutes les bouteilles de la région, hein, soit écrit vin sec, vin demi-sec, dès le nom d'appellation. Je pense que ce serait... Vin sec d'Alsace, du coup. Bah, moi, je pense que ça, c'est là où on gagnerait vraiment, quoi, en clarté. Parce que même maintenant, c'est un grand mouvement pour faire des Riesling secs, je trouve que c'est très bien. Bah, n'empêche que des fois, des Riesling vin Chardonnay, ça peut essayer d'être réussi, quoi. Moi, le fait qu'il y ait du sucre ou pas, à la limite, c'est pas un problème tant que c'est annoncé. Avant d'ouvrir la bouteille. Ouais, complètement. Du coup, toi, en restauration, tu distribues un petit peu, t'arrives assez facilement, parce que je sais que l'Alsace, c'est pas facile à cause de ces questions de sucrosité. On fait un peu, mais c'est pas notre principal débouché. Oui, alors, déjà, pour arriver à marcher en restauration, il faut être clair par rapport à la sucrosité, hein, clairement, donc là-dessus, on est bon. Et après, j'ai des revendeurs à Paris qui me disent que quand ils proposent à leur vin en Alsace, les gens refusent. Et après, ces mêmes clients, ils leur servent quand même cette bouteille à l'aveugle, et finalement, ils trouvent que c'est très bon. Donc c'est sûr qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir, hein, à l'Alsace. Comment tu penses qu'on pourrait inverser la tendance? Alors nous,
peut être une des voies. Et au final, ça mettrait beaucoup de temps, je pense, quand même. Pas non plus Déguster à l'aveugle, c'est bien, mais il y a pas, c'est compliqué à l'échelle de On toute va la organiser des restauration. soirées de raisin et des papilles. Tout à fait. Non, mais on l'a dit là avant, déjà mettre de l'ordre sur les mentions de sucrosité ou pas, quoi. Puis après, faire une place à ces nouvelles vinifications plus lâches, on peut dire, quoi. C'est là plus étendu. Hein. C'est sur ces belles paroles que se termine la négociation de l'épisode numéro 7. Merci. Merci. À la vôtre. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.